Allez, Eric, intro. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus à ce rendez-vous. Bonsoir Monsieur Solari et merci de venir une nouvelle fois à Saint-Victoré. Vous êtes un habitué de la commune, nous savons que vous êtes attaché à la région et peut-être même à la commune, sûrement même. Et mon père était ici. Voilà, nous sommes très honorés de votre présence. Voilà, on sait que vous êtes, j'allais dire, un témoin de la conquête spatiale. Non, vous êtes mieux que ça, vous êtes un acteur de cette conquête spatiale et c'est un grand honneur de vous accueillir ici. Si j'en juge par la photo introductive à votre conférence, vous allez nous parler éventuellement des Américains, peut-être des Russes. Des Américains, mais aussi des Français, des Européens. Des Européens, oui. Alors, à ce sujet, je ne sais pas si vous allez l'évoquer aujourd'hui, mais en tant que citoyen français, je m'interroge souvent sur l'organisation de l'Europe spatiale. Complexe. Et on se demande, nos agences nationales, la française, l'allemande, il y a même une italienne, vis-à-vis de l'ESA, vis-à-vis d'Ariane Espace, vis-à-vis de notre base de Kourou, vis-à-vis de l'école d'astronautes qu'il y a en Allemagne, vis-à-vis même d'Airbus. On a du mal à se figurer comment fonctionne tout ça. Quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses? C'est une organisation complexe et il y a même une deuxième agence spatiale qui s'appelle l'European United Space Agency et qui gère les grands problèmes de Galileo, Copernicus, etc. et qui fait de la coordination avec l'ESA. Donc on a l'art et la manière de compliquer les choses. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et si un jour vous avez l'occasion de revenir, c'est vrai que c'est un sujet que personnellement j'aimerais bien qu'on éclaircisse parce que en tant que citoyen français, j'ai du mal à comprendre comment fonctionne l'Europe de l'espace et quel est notre devenir vis-à-vis de cette concurrence, on peut parler de concurrence, qu'il y a notamment avec tous ces Américains privés qui émergent aujourd'hui. Et voilà. Bon, bref, mais je pense que c'est un autre sujet qui mériterait à lui seul une conférence. Je vous prie d'excuser Monsieur le maire qui a eu un impératif de dernière minute. Il m'a dit qu'il s'efforcerait de nous rejoindre pendant notre soirée, mais voilà, il va essayer de faire le nécessaire. En tout cas, je voulais vous remercier une nouvelle fois tous ici présents pour venir écouter Monsieur Solari. Je vous remercie Monsieur Solari d'avoir choisi Saint-Victoré pour venir nous faire partager votre expérience et votre histoire. Et tu veux peut-être dire un petit mot? Oui, alors, vas-y. Avant de vous passer la parole, monsieur... voilà, Patrick, tu vas nous dire un petit mot et je te passe le micro. Merci. Voilà. Merci à tous. Merci Eric. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas Roger Solari, mais Roger Solari, quand même, il a un sacré curriculum, puisque on va commencer par la carrière militaire de Roger, diplômé. Alors moi je le tutoie, c'est à sa demande, puisque il m'a demandé, hein, Roger, c'était dur au début parce que c'est dur. Voilà. Et je me suis dit, si je ne le tutoie pas aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Donc voilà, c'est pour ça que je le tutoie, voilà, c'est très bien. Donc, diplômé de l'école de l'air de Salon-de-Provence en 1959, carrière opérationnelle dans l'armée de l'air et de l'espace de 61 à 86, défense aérienne, force aérienne stratégique, navigateur et missiles balistiques, diplômé de l'école supérieure de guerre aérienne en 82, colonel en 85, carrière civile maintenant, c'est le monde spatial et aéronautique de 87 à 2003, société Ariane Espace de 87 à 99, chef de mission lancement différents vols Ariane, directeur aérien Ariane Espace Guyane, en charge des lancements de la société de 92 à 99. Exact. Société Hurel Dubois Construction Aéronautique, directeur général adjoint de 99 à 2001. C'est long. C'est long, mais toujours société Hurel Hispano-Meudon, président directeur général de 2001 à 2003, après le rachat de Hurel Dubois par le groupe Stecma, et aujourd'hui ingénieur conseil indépendant de 2004 à 2019. Voilà, et maintenant en vraie retraite. Et maintenant vraie retraite, inscrit au dictionnaire historique des Français du ciel
Les Français du ciel, édité par l'Académie nationale de l'air et de l'espace 2005. Voilà la carrière de Roger Solari. Si vous voulez, on peut l'applaudir quand même. Merci. Alors, c'est là où je te repasse le micro, puisque tout va être enregistré. Ah, tu en as un déjà? J'en ai un Parfait. déjà, oui. Ah, c'est bien qu'il dise. Donc, on est bon. Roger, le micro, je vais éteindre la lumière, c'est à toi. Parfait. Merci. Bien écoutez, Monsieur le Premier adjoint, mon général, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'être là ce soir et puis merci d'être venu. D'abord, le Musée de l'Aviation, qui est une réalisation superbe et qui, bien sûr, colle à toute l'histoire de l'aéronautique. Et puis, ma foi, ce soir, je vais vous parler d'espace. Je crois que depuis les origines, l'homme et la femme ont toujours eu soif d'aventure. Et il est clair que l'attrait de la troisième dimension a été, dès le départ, l'envie d'aller en l'air, d'aller voler, etc. Et puis le spatial est venu compléter cette affaire. Il se fait qu'aujourd'hui, le spatial entre peut-être dans une période beaucoup plus difficile, entre dans l'arène, je dirais, de la compétition pour la domination, aussi bien au plan scientifique qu'au plan commercial et qu'au plan militaire. D'ailleurs, la France ne s'y est pas trompée, puisque dans la foulée des États-Unis et de la Russie, elle a créé un commandement de l'espace qui a été associé à l'armée de l'air, qui est devenu l'armée de l'air et de l'espace, et bien sûr très proche du Centre national d'études spatiales de la France. Monsieur le Premier adjoint parlait des complications de l'organisation spatiale en Europe. C'est vrai, j'en dirais un petit mot parce que effectivement ça impacte, mais je dirais que quand on est 27, c'est beaucoup plus difficile quand on est 1 pour prendre les décisions. Alors ce soir, je vais vous parler donc de cette aventure spatiale et je vous propose le plan suivant. Un peu d'histoire rapidement, parce qu'il ne faut jamais oublier l'histoire, elle prépare aussi l'avenir. L'accès européen à l'espace, qui nous intéresse directement. L'espace au service de l'humanité, je crois que ça c'est fondamental, parce qu'on ne se rend pas compte que tous les jours on utilise l'espace. Et puis le grand retour vers la Lune, ça c'est tout à fait à la mode. Tout le monde veut aller sur la Lune, et il y a beaucoup de missions en cours et de missions qui se préparent, et l'Europe y participe. Le voyage vers Mars, ça c'est un peu mythique, c'est un objectif lointain qui sera lointain parce qu'il y a beaucoup de difficultés, j'en dirai un mot. La grande astronautique, la vie extraterrestre, puisque vous avez dû entendre parler d'exoplanètes, etc. On lance beaucoup de satellites dans ce domaine. Alors, il s'est passé beaucoup d'événements. Je ne vais pas tout relire, je vais revenir sur les principaux. Depuis l'année 2020 à 2023, il y a eu énormément de choses. D'abord, des sondes qui sont revenues d'astéroïdes. Ensuite, il y a eu des astromobiles sur la Lune. Les Chinois ont un programme spatial très avancé. Et donc, ils sont allés derrière la face cachée, ils ont fait rouler un rover, ils sont allés ensuite ramener des échantillons, et ils continuent avec beaucoup d'ambition. L'astromobil sur Mars, en 2020, on a lancé, les Américains et les Chinois ont lancé des rovers qui se sont posés sur Mars. Malheureusement, l'Europe a été absente. Elle devait le faire, et puis il s'est passé des difficultés sur le réglage des parachutes supersoniques qui permettent de freiner un petit peu dans la haute atmosphère martienne. Eh bien, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, le malheur, c'est que cette affaire se fait avec les Russes. Les Russes se sont donc retirés de ce programme. Et aujourd'hui, on a ce rover qui est tout prêt, mais il faut trouver un lanceur et il faut trouver un atterrisseur. Et donc, ça discute beaucoup. Je pense que peut-être une coopération avec les Américains serait la bienvenue. Le télescope James Webb, vous avez dû en entendre parler. Ça, c'est tout à l'honneur d'Ariane 5, qui a fait un lancement remarquable de précision et qui est en opération. Je reviendrai là-dessus. Et puis, l'impact de la sonde DART, ça, c'est marrant parce que vous avez certainement vu, pour certains d'entre vous, le film Armageddon. Eh bien, c'est le jeu d'Armageddon. C'est une sonde qui est allée impacter un astéroïde qui était jugé menaçant pour la Terre. Ce n'était pas le cas, c'était un essai. Et l'objectif était de voir si un impact à très grande vitesse, même avec une petite masse, on arrive à dévier de quelques éléments de degré un astéroïde menaçant qui viendrait frapper la Terre comme celui qui a détruit les dinosaures. Ensuite, les sondes de NASA, je viendrai là-dessus. Les nouvelles sondes découvertes exoplanètes. Et puis les premiers essais de la fusée géante Starship. Ça, c'est une opération privée. Vous en parliez à l'instant. Ça, c'est M. Elon Musk, qu'on considère un peu comme le gourou du New Space. On n'a pas pris cet homme au sérieux au début, mais je crois qu'il va aller très loin. Et puis la grande mission lunaire Artemis, vous avez dû suivre ça au mois de décembre, au mois de novembre. Je vais venir sur ce sujet. Et puis je citerai quand même le tourisme spatial qui prend un peu d'ampleur, mais enfin ça, c'est une autre affaire. Eh bien, je crois que l'aventure spatiale, elle est née pendant la guerre, puisque les guerres, c'est toujours propice à des développements technologiques puissants. Il se fait que ce sont les Allemands, avec des équipes puissantes pilotées par le professeur Robert T. von Braun, dont on a entendu parler ensuite pour aller sur la Lune. Et ils avaient développé ce lanceur qui était un missile balistique qui faisait 300 km. Plus de 5000 ont été lancés depuis la France et l'Allemagne et la Hollande vers l'Angleterre pendant la guerre.
eh bien, ces gens-là ont eu ensuite un suivi, puisque les Américains, les Russes et les Français, en particulier, ont récupéré des spécialistes de haut niveau et qui leur ont permis d'avancer. Pour la France, par exemple, le docteur Bringer, avec son équipe, a été à l'origine du lanceur Diamant en développant les moteurs de propulsion, puisque les Allemands avaient inventé le moteur à turbopompe et qui marchait forcément bien. Alors j'ai mis la fusée Tintin parce qu'elle a exactement l'allure de Hergé s'est inspiré de cette fusée, je pense. Alors le 4 octobre 1957, coup de tonnerre en ciel clair, à la stupeur du monde, eh bien l'URSS place un satellite en orbite, le satellite Sputnik 1, sur une petite fusée Zemyurka qui est en fait la base du lanceur Soyouz d'aujourd'hui, lequel a déjà plus de 8800 lancements à son actif. Et c'est le premier élément de la famille Soyouz. Donc ce petit satellite a été lancé. Les Russes renouvellent la première avec le lancement du lieutenant Gagarin, qui était un pilote de chasse, qui avait été sélectionné et qui a fait une orbite, qui est redescendu non pas dans la capsule, il a été éjecté par la capsule pour des raisons de sécurité, mais ça a été remarquable. Ce malheureux héros de l'Aérospatiale s'est tué ensuite dans un vol d'entraînement sur Mi-15, un peu plus tard. Et alors, on a eu l'objectif Lune. On a tous vécu le conflit, la compétition entre l'URSS et les États-Unis pendant les années 60, lorsque le président Kennedy a lancé le défi, eh bien, dans la fin de la décennie, on ira sur la Lune, et ce défi a été relevé. On a marché sur la Lune. Donc, Apollo 11, on se souvient de ces images, le 21 juillet 69, heure de Greenwich, eh bien, Neil Armstrong a posé un premier pas de l'homme sur la Lune. Voilà l'engin, c'était la fusée Saturne, 100 mètres de haut, 3000 tonnes de masse, presque 400 tonnes de poussée au décollage, et on va voir d'ailleurs l'image de son lancement. Il y a eu 12 hommes qui ont marché sur la Lune, 6 sont tournés autour de la Lune, puisqu'ils ne sont pas posés, les premiers Apollo 8 et Apollo 10, et puis 3 sont morts malheureusement brûlés dans leur capsule pour un essai au sol. Le coût du programme, 7 milliards de dollars. Je n'ai pas fait la transformation, mais je crois que ça représente plusieurs centaines de milliards de dollars aujourd'hui. Alors là, ça devrait démarrer. Voilà le souvenir, c'est le décollage d'Apollo 11. Voilà des hommes, ils sont 3 à bord, Aldrin, Armstrong et Collins, qui vont partir vers la Lune pour se poser sur la Lune. On va écouter juste un petit peu pour ne pas perdre trop de temps. Mais donc 3000 tonnes de masse, 3400 tonnes de poussée, et voilà le décollage. Alors ensuite, je vous passerai les détails de l'orbite pour atteindre la Lune, etc. Mais enfin, il y avait une charge utile de 45 tonnes qui a été placée autour de la Lune et qui comprenait la capsule qui est restée en orbite et puis qui comprenait le module lunaire qui s'est posé et les tâches de remontée pour que les 2 astronautes remontent en orbite et rencontrent leur adversaire. Alors ça, c'est une mission d'Apollo 15. C'est la première fois qu'on voit cette Jeep lunaire. Et donc, beaucoup de gens ont prétendu que tout ça avait été fait en studio, que ça n'avait jamais existé. Mais enfin bon, il y a quand même des traces probantes. Et puis voilà la dernière mission, Apollo 17, le décembre 1972. C'est le décollage de la Lune. Depuis le LEM, il y a un étage de remontée. Si ça ne marche pas, ces gens vont rester pour l'éternité sur la Lune. Et ça marche, ils décollent, ils vont rejoindre la capsule en orbite et rentrer sur Terre. Alors revenons un peu à la France. Puisque, après la guerre, la France avait créé un centre au Sahara, à Maguire, qui s'appelait le Centre d'interarmée d'essais d'engins spéciaux, et qui essayait des fusées. On avait été bloqué pendant toute l'occupation, et là, cette affaire a démarré, et on s'est rendu compte rapidement que l'accès à l'espace, c'était une façon d'exercer une souveraineté nationale. Aujourd'hui, ça resterait. Pour l'Europe, c'est aussi la façon d'exercer une souveraineté en gardant un accès libre à l'espace. Et donc, la France a joué un grand rôle dans le démarrage de cette aventure, et on le voit avec ici, la France dans la cour des grands, grâce à l'équipe que je citais tout à l'heure, du docteur Bringer, et puis bien sûr avec des gens de l'ONERA, etc., tous les organismes, on a réalisé une fusée et elle procédait de la force de dissuasion. Le général de Gaulle avait créé cette force, avait décidé de sa création. Il y avait une partie balistique et le missile balistique a été utilisé comme base et l'aérospatiale, enfin la SNECMA, la SNIAS à l'époque, a rajouté un étage et ça a fait le lanceur Diamant. Alors, il y a eu 4 lancements depuis Maguire. Le petit satellite astérique, le premier, 42 kg. C'était petit, c'était qu'en 1965, mais il n'empêche que la France était la 3e puissance à accéder à l'espace. Pardon. Alors, il y a eu l'aventure Europa. Ça, c'est justement la belle démonstration que l'Europe, ça ne marche pas toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Europe a décidé de faire un lanceur.
il y avait essentiellement 3 pays impliqués dans la construction du lanceur, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. L'Angleterre utilisait un étage Blue Streak qui venait des États-Unis comme premier étage, l'Allemagne fournissait le deuxième étage et la France le troisième. Il n'y avait pas une maîtrise d'œuvre unique, c'est une maîtrise d'œuvre combinée, ce qui fait que j'ai connu un ami qui était donc de Bordeaux et qui travaillait à Woméra. Lorsque les étages arrivaient, il est arrivé que pour les assemblages, les trous n'étaient pas en face. Donc il n'y avait pas de maîtrise d'œuvre unique, ça a été très compliqué. Il y a eu 11 lancements, 11 échecs. On n'a jamais satellisé avec le Visio Europa. Comme les choses avançaient et que l'Europe a envisagé peut-être de se retirer avec différents organismes, hein, on sait que là, c'est qui s'occupaient les uns de lanceurs, les autres de satellites, eh bien la France a préparé dans le secret un projet qui s'appelait L3S, et ce projet, il l'a proposé aux Européens en disant « Nous finançons 60%, mais nous prenons la maîtrise d'œuvre unique du programme », et ça a été Ariane. Et Ariane a débarqué à ce moment-là, et donc ça a d'ailleurs conduit à la création de l'Agence spatiale européenne, finalement, qui a rassemblé tous ces organismes en 1975. Donc voilà l'aventure Ariane qui démarre. Eh bien, l'aventure Ariane, ça a été un magnifique cadeau de Noël, puisque le 24 décembre 1979, Ariane 1 a décollé de Kourou, après beaucoup de petits problèmes. Et je dirais que pour la petite histoire, c'est un électricien qui a réussi à faire un strap de dernier moment pour que les premiers étages s'allument. Donc, enfin, c'était un beau réflexe. Il a été récompensé. Voilà, donc depuis Kourou, il y a eu 259 lancements Ariane à la date du 13 décembre, puisque c'est le dernier lancement Ariane 5 qui a été effectué à ce moment-là. Alors nous avons un champ de tir magnifique. Ce champ de tir, eh bien, il a été choisi dans une compétition, il y avait 14 sites sur le monde, et donc la France a eu l'astuce de présenter ça en Guyane, qui est un site placé sous l'équateur. Il y a beaucoup d'avantages à lancer depuis l'équateur. D'abord, on récupère en vitesse par rapport à l'espace sidéral, on récupère 460 mètres secondes de poussée, ce qui fait qu'on a besoin de moins d'énergie pour faire les mêmes missions qu'ailleurs. Mais c'était surtout un port facilement d'attache, d'accès, et le général Aubinière, qui a été le premier patron du CNES, nommé par le général de Gaulle, a choisi 50 km² en Guyane. Il a choisi très grand, et il a eu raison, parce qu'il avait prévu un petit peu l'extension de l'affaire, et on a vraiment un chantier remarquable. Il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de météo extrême, la proximité de l'équateur, je viens d'en parler, et c'est tout à fait au standard de sécurité de l'OTAN. Donc l'accès européen à l'espace au XXIe siècle eh bien, est garanti grâce à cela. Voilà une image sur les différents sites aujourd'hui. Vous voyez donc le site d'Ariane 5, le LA3, le site de Vega, qui est le premier lancement qui a été fait pour Europa, mais qui n'a pas eu lieu, et qui a utilisé pour Ariane, et qui aujourd'hui est le site de lancement Vega, et puis un lancement Soyouz, et le lancement d'Ariane 6. Le site d'Ariane 6 est en construction, il est terminé, mais malheureusement le lanceur est en retard. Alors voilà notre triptyque des lancements européens. Ça a marché jusqu'en 2022, jusqu'en février 2022, et quand les Russes ont attaqué l'Ukraine, eh bien les Russes se sont retirés de Guyane. Ils étaient venus parce que c'était un très bon mariage. Ariane 5 et Soyouz se complétaient parfaitement en termes de performance. Juste un mot, avec Ariane 5, on peut mettre 10 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, c'est-à-dire des orbites qui montent ensuite à 36 000 km. Mais pour qu'un lanceur soit rentable, il faut qu'on ait un coefficient de remplissage maximum. C'est-à-dire s'il y a 10 tonnes de potentiel, il faut tant qu'à faire qu'on fasse payer 9 tonnes 5 au lancement. Or, des fois, les satellites sont plus légers et le Soyouz apportait le complément. C'était tout à fait intéressant. Donc le Soyouz s'est retiré. Et à partir de là, on s'est retrouvé avec Ariane 5 et avec Vega. Il se fait qu'au mois de décembre, Vega a eu un échec, premier vol commercial, le Vega C dans sa dernière version. Et on a perdu 2 satellites Pléiades. Et aujourd'hui, Ariane 5, il reste 2 lanceurs. Parce que le recoupement, et là je fais une petite critique quand même, le recoupement entre Ariane 5 et Ariane 6 a été finalement décidé pour des raisons financières et non pas pour des raisons opérationnelles. On a pris le risque de croire, et là je le dis, beaucoup sont des représentants de l'industrie, j'en fais partie, mais on a confié à l'industrie, juger partie, le développement du lanceur sans mettre la direction des lanceurs du CNES dans le coup. Et ce qui fait que... Et ce qui fait que, eh bien, les industriels avaient promis de lancer Ariane 6 en 2020, ça sera peut-être fin 2023, mais on n'en est pas sûr. Et donc, à partir du mois d'avril, on va lancer le dernier Ariane 5 dans l'espace, eh bien, l'Europe n'aura plus d'accès à l'espace pendant plusieurs mois. Il faudra que Vega C revienne en vol, mais Vega C, c'est un lanceur d'orbite basse, donc il lance des petites charges utiles, et ce qui fait que Ariane Espace est dans le grand embarras, négocie avec la concurrence qui s'appelle SpaceX, avec son lanceur F9, Elon Musk, pour passer des clients en espérant qu'ils reviendront un jour. Donc c'est très délicat. On est dans une situation très délicate au niveau de l'accès à l'espace européen.
Voilà une photo du site de Kourou. Là, vous avez les différents ensembles. On voit pas Soyouz qui était kilomètre à l'est, mais qui est maintenant hors service. Et puis l'ensemble de lancement numéro 4. Alors par contre, on a laissé la responsabilité de la construction de la base sol au CNES. Et là, ils étaient parfaitement à l'heure. Ils avaient l'habitude, depuis 10 ans, ils construisaient des bases de lancement. Et donc là, ça a parfaitement marché. Pardon. On va revenir. On va quand même voir partir une Ariane 5. 4, 3, 2, 1, top, allumage Vulcain. Tout paramètre bord domino. Alors ce lanceur pèse 800 tonnes au décollage et il pousse 1500 tonnes. Il n'est pas dans la gamme de la fusée lunaire, c'est quand même une belle performance. Et il peut emporter 20 tonnes en orbite basse et 10 tonnes 5 en orbite géostationnaire, qui est une orbite où on met tous les satellites de télécommunications. C'est un très beau lanceur qui a connu en fait que 2 échecs. Il va atteindre le 116e vol. Et donc malheureusement on va le voir sortir du service. La production a été arrêtée. Et donc on n'est pas capable de couvrir le trou entre Ariane 5 et Ariane 6. Alors voilà Ariane 6 qui est bien attendu. Et donc Ariane 6, c'est un lanceur relativement simple, et pourtant il est en retard. Il utilise beaucoup d'Ariane 5 avec le premier étage, c'est exactement le même, avec le moteur Vulcain qui est boosté un peu. Le deuxième étage avec un nouvel moteur cryogénique rallumable. Et vous voyez les performances, elles sont assez semblables à celles d'Ariane 5. Hein. Voilà, alors il y a 2 versions, avec 2 boosters, on masse 500 tonnes et on fait 5 tonnes en perfo transfert géostationnaire. Et avec les 4 boosters, il pèse 800 tonnes, 1500 tonnes de poussée, on fait 10 tonnes 5, la même performance qu'Ariane 5. Mais c'est un lanceur qui est moins coûteux à la production. Il faut savoir que lorsqu'on vend une Ariane 5, on paye l'Ariane 5 en production plus cher qu'on ne la vend sur le marché international. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'UE, pour garder l'accès à l'espace, compense financièrement la société Arianespace de façon à ce qu'elle ne fasse pas faillite et que l'Europe garde l'accès à l'espace. Donc, il y avait vraiment besoin d'un lanceur nouveau et malheureusement, il est en retard et ça va créer beaucoup de difficultés. Alors, l'Europe aussi était en retard sur ce qu'on appelle le New Space. Le New Space a été un peu inventé par ce personnage que je citais, Elon Musk, qui a réalisé d'abord le premier des récupérations d'étages. Ça, personne n'y croyait tellement. Et puis il l'a fait, et ça marche très bien. Quand on voit ses vols, régulièrement, il récupère les étages qui reviennent, qui sont réutilisés. Il y a des étages qui ont déjà volé plus de 10 fois. Hein, et donc, c'est tout à fait exceptionnel. Et donc, l'Europe vient enfin de se lancer. Il y a eu un conseil de l'agence au mois de février l'année dernière. Il y en a eu un autre au mois de novembre. Et donc, on a choisi de développer un programme d'étages récupérables. Pardon, je vais trop vite. Là, voilà. D'étages récupérables. Attends, je vais prendre... Voilà, ici. Et donc, on a toute une série de petits programmes en cours qui vont s'enchaîner, dont ce petit lanceur qui s'appelle Callisto, qui est un lanceur qui va faire des expérimentations d'atterrissage vertical en Guyane. Et je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais il va être suivi d'un lanceur beaucoup plus lourd, d'un étage beaucoup plus lourd qui s'appelle Thémis et qui servira à une évolution d'Ariane 6 pour faire de la récup. Et donc, on est parti sur la récupération. On est aussi parti sur les mini-lanceurs. Mini-lanceurs très importants. Vous avez un marché de constellation qui est énorme. Elon Musk vient de lancer, il arrive à 3800 satellites de sa constellation Starlink. Amazon, Jeff Bezos va démarrer. Il va y avoir des milliers, d'ailleurs ça pose des problèmes d'occupation d'orbite, mais il va y avoir des milliers de petits satellites en orbite qui vont avoir besoin de maintenance. Or, la maintenance, c'est-à-dire remplacement d'un satellite défectueux ou remplacement d'un satellite en fin de vie, on le fait avec des petits lanceurs. Donc, l'Europe a enfin décidé de faire un petit lanceur qui s'appellera Maya, mais il y a déjà des agences nationales qui ont décidé de voler un peu de leurs propres ailes. Ils ont raison, la DLR en Allemagne prépare aussi un petit lanceur. Le secteur privé démarre enfin dans ce domaine. Il y a des startups qui développent, il y a une startup à Reims qui fait un petit lanceur Zephyr, qui est soutenu maintenant par le CNES. Et voilà donc un marché qui s'étale un petit peu vers le privé, comme les Américains l'ont fait avant. Ensuite, on avait besoin, l'Europe a perdu en son temps la guerre de l'accès à Internet. On est tous tributaires des GAFAM, Facebook, etc., et TikTok chinois, etc. Et là, au Conseil européen de novembre, enfin, M. Thierry Breton, qui est commissaire européen, qui est un ancien ministre d'ailleurs français, a réussi à faire passer le développement d'une constellation qui s'appelle IRIS et qui va nous permettre d'avoir un accès à un Internet européen. Alors, là où l'Europe est forte, eh bien, le renforcement de la surveillance du climat, ça fait partie des priorités, j'en dirai un petit mot, mais nous avons actuellement des programmes comme les satellites Sentinelle, 10 Sentinelles, qui regardent tout, la glace des océans, l'agriculture, les températures, le climat, etc.
Et donc ça, c'est quelque chose qui pousse très fort. Et nous avons aujourd'hui un satellite, qui s'appelle SWOT, c'est une coopération franco-américaine qui a été lancée au mois de décembre et qui va faire un inventaire complet de l'eau sur Terre, de l'eau des océans, de l'eau pure à terre, etc. Et ceci, c'est important pour l'évolution du climat. On a aussi un satellite que le CNES va lancer, qui s'appelle Microcarb, qui va te permettre de mesurer sur toute la Terre toutes les émissions de carbone par les différents pays, de façon à faire un bilan très précis, parce que c'est très difficile de savoir exactement ce que les gens émettent. Là, au moins, ce sera le juge de paix. Alors, il nous reste quand même l'Europe. Eh bien, l'Europe n'a pas de capacité de lancement habité aujourd'hui. On a tous les éléments pour le faire, beaucoup d'expérience. On a lancé une capsule ARD sur Ariane 5, c'est un mini Apollo qui est rentré près des îles Marquises, on a récupéré. On a lancé une petite navette, XEV. On a lancé le cargo ATV qui ravitaillait la station internationale. Donc, beaucoup d'éléments. À l'époque, si on s'en souvient, on avait le programme Hermès, c'était une petite navette. Là, on a maîtrisé complètement les techniques de bouclier de protection thermique de rentrée. Et donc, on a tous les éléments. Il faut la décision maintenant. Et peut-être qu'au Grand Conseil, au sommet européen qui doit se passer peut-être fin février ou dans les semaines à venir, il y aura peut-être un feu vert pour faire enfin du lancement habité et pour faire partie des grands. Bien sûr, on a du lancement habité. On a eu des tas d'astronautes. Moi, je ma promotion, Jean-Luc Chrétien est de ma promo, il a volé 3 fois dans l'espace. Et puis, vous avez tous suivi l'aventure fabuleuse de Thomas Pesquet. Mais on est soumis à des coopérations. Alors, coopération avec les Russes à l'époque, coopération avec les Américains, peut-être coopération avec les Chinois qui ont maintenant une station orbitale, mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même, et c'est dommage qu'on n'ait pas engagé le lancement habité. Alors là, petite histoire, ce vieux site Diamant à Kourou, qui a connu 10 lancements de diamants, est réhabilité justement pour lancer le petit lanceur Callisto qui va démontrer la capacité de l'Europe à faire de récupération d'étage, l'étage de l'Artémis qui suivra, et puis ce mini ancien Maya dont je parlais. Alors il était perdu un peu dans la forêt vierge presque, et actuellement il est en grands travaux pour être restauré. Alors voilà ce que pourrait être le vol habité européen. Ariane Group a déposé, donc à Industries Réunies, un projet d'une petite navette, étage supérieur Suzy, le nom est charmant, qui serait lancée donc sur une Ariane 6 ou sur un futur lanceur européen qui pourrait avoir 5 astronautes à bord, mais qui ferait du vol orbital terrestre. Donc il pourrait ravitailler les stations en étant standard chinoise, européenne. Et puis, on a aussi un projet d'atterrisseur lunaire. Ça, c'est dans le programme de participation à la Lune, dont je vais parler dans un petit moment. Alors, l'espace au service de l'humanité. Ça, c'est une grande chose, parce que si on synthétise un peu, il se passe plein de choses. Il y a voir, regarder les satellites d'observation, écouter, communiquer, naviguer, gérer l'environnement, traiter la sécurité de nos moyens spatiaux. Et on a des grands systèmes en service. Galileo, qui maintenant est opérationnel. Copernicus, c'est notre programme qui couvre tous les satellites sentinelles qui font de l'observation de la Terre, l'agriculture, oui, tout ça, on parlait tout à l'heure. Et GovSatcom, qui est un réseau de communication au service des gouvernements européens. Et puis, cette fameuse constellation Iris à venir, qui maintenant est décidée et qui permettra d'avoir une autonomie quand même de l'accès à Internet. Voilà une petite image de ce qu'est Galileo. Alors aujourd'hui, dans le commerce, on trouve des systèmes qui sont compatibles GPS américain et Galileo français. L'intérêt de Galileo, c'est qu'il est plus précis et qu'en plus, il est complété par un système qui s'appelle EGNOS. Pardon, je me trompe chaque fois de touche. Voilà, le système EGNOS, c'est 4 satellites en orbite géostationnaire qui complètent le signal, qui le précisent, tant et si bien qu'en aéronautique, les avions équipés de récepteurs Galileo EGNOS sont capables de faire de l'atterrissage 0-0 en plein brouillard. Alors bon, c'est peut-être olympique, mais ça se fera, et donc c'est un petit avantage. Donc, si vous voulez en acheter, ils sont sur le commerce pour être compatibles des 2 réseaux, ce qui est pas mal. Juste cette image, la Camargue. Alors là, vous avez une définition de 5 mètres. C'était l'époque de Spot, puisque l'Europe a été très forte dans les satellites d'observation. On a eu Spot, on a eu Helios pour les militaires, on a eu ensuite les satellites Pléiades, qui ont une précision très très fine. Et là, je vais vous montrer une image du Colisée à Rome. Là, c'est une définition qui est centimétrique, 30 cm. Vous voyez, on voit des voitures autour du Colisée, voilà des voitures, etc. Et dans des exploitations beaucoup plus fines par des personnels spécialisés, on arrive à voir encore plus précisément. Il est clair que l'Europe est bien armée sur ce domaine. Bien sûr, les États-Unis ont des moyens encore plus fins, mais ils lancent des satellites d'observation à peu près tous les 2 mois, de façon à quadriller la planète. Mais là, on est aussi bien armé pour les crises.
Et il est certain que le conflit d'Ukraine aujourd'hui, l'armée ukrainienne reçoit en permanence des objectifs très précis par les satellites américains, ce qui leur permet, comme leurs systèmes ont été équipés aussi de GPS, de faire des tirs avec grande précision. Donc l'utilisation de l'espace à des fins destructrices est aussi au programme. Juste un petit passage, la station internationale, eh bien, beaucoup de nos astronautes y ont séjourné et y séjournent encore. Donc elle va durer, elle devait s'arrêter en 2024, et puis finalement elle a été prolongée en 2028 et pourquoi pas 2030. Elle est quand même vulnérable pour tout ce qui sont les débris, puisque je parlais tout à l'heure des milliers de satellites qui sont lancés. Eh bien, il y a eu un film d'ailleurs qui montrait une catastrophe de cette nature. Souvent, il y a des altérations d'orbite et il y a toujours accroché à la station deux véhicules de secours, Dragon Crew américain et Soyuz, de façon à ce qu'un équipage en cas de risque de collision majeure puisse sauter dedans et rentrer sur Terre. Alors voilà la merveille du moment. S'il y avait eu un échec, il avait coûté 10 milliards quand même. Donc ça aurait été extraordinairement catastrophique. Et bien là, la précision du lanceur a été remarquable. Alors ce satellite, ce télescope magnifique qui a donné des images en infrarouge. Alors ce qui fait que les images que vous voyez, elles sont colorisées. Bon, alors ils ont trouvé des codes pour les coloriser, mais ils travaillent dans l'infrarouge avec des performances extraordinaires, beaucoup plus impressionnantes que Hubble. Et il a été mis en place, alors que Hubble est en orbite terrestre, il a été mis sur un point de Lagrange. Les points de Lagrange, ce sont des points où la traction lunaire et la traction terrestre se compensent et s'annulent, ce qui fait qu'il est moins soumis à des contraintes extérieures, il consomme moins de carburant pour se tenir à poste, et donc la seule chose qui est importante, c'est que dans ces contrôles d'attitude, il ne faut jamais que ces miroirs soient exposés au soleil. Donc il tourne autour du point de Lagrange de façon à ne jamais voir le soleil dans ses yeux, si j'ose dire. Alors la défense, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais il est clair qu'un grand retour à l'utilisation militaire de l'espace est d'actualité, partout, partout. Et malheureusement, il faut espérer que ça ne préfigure pas de crise majeure. Mais on a été victime d'un incident il y a 4 ans, un satellite franco-italien militaire, Athenia Fidus, a été approché par un satellite russe qui a probablement enregistré toutes les communications qui passaient. Et donc, ceci a déclenché de réactions avec beaucoup de programmes nouveaux, d'abord de surveillance de l'espace, ensuite d'autodéfense des satellites. On a imaginé, et les programmes sont en cours, d'entourer nos satellites clés, comme les satellites Syracuse de communication, de petits nanosatellites avec des armes laser, de façon à pouvoir repousser une agression et pouvoir même détruire un agresseur. On est un peu rentré dans la guerre de l'espace. Alors, pourquoi on peut faire tout ça aujourd'hui? Je crois qu'il faut bien souligner ce qu'a apporté dans le New Space et dans l'espace la combinaison de la numérisation, de la miniaturisation et de l'intelligence artificielle. Par exemple, avec un satellite de 400 kg, on fait ce qu'on faisait avant avec un satellite de 3 tonnes. C'est assez extraordinaire, donc ça permet d'aller en orbite moins cher, et ceci a déclenché bien sûr l'entrée du privé dans le spatial, du fait de la baisse des coûts d'accès à l'espace. Alors, bien sûr, on ne fait rien sans argent, et le gouvernement français a quand même décidé de doter la défense spatiale française, eh bien sur la loi de programmation 2019-2025 qui est toujours en cours, de 3,6 milliards d'euros supplémentaires et un petit rajout de 700 millions, ce qui permet de faire pas mal de choses quand même. Alors évidemment, on est loin des sommes dépensées par les Américains en particulier sur le spatial. Alors, rien que leur agence, l'Agence spatiale européenne a un budget de 6, quelque chose milliards par an. Aujourd'hui, les États-Unis ont un budget annuel de l'ordre de 25 à 26 milliards de dollars. Cela dit, ils dépensent quand même 800 milliards de dollars pour leur défense tous les ans. Alors, parlons maintenant de grande astronautique. La grande astronautique, c'est l'exploration lointaine, la quête des origines de l'univers, la quête de la vie extraterrestre, l'exploration du système solaire, et à ce titre-là, le retour vers la Lune et le voyage vers Mars. Donc, on va regarder quelques sujets liés à cette affaire. 45e anniversaire en 2022 de lancement des sondes Voyager 1 et Voyager 2. Ça a été un programme fabuleux. Il y a eu d'abord les Pionnier 10 et 11 qui ont fait un petit tour dans le système solaire, mais Voyager 1 et Voyager 2 sont toujours vivants. Donc ils ont été lancés en 1977. On a toujours des contacts avec Voyager 2 et Voyager 1, et par exemple, je vais passer l'image suivante. Alors aussi, ça mérite d'être commenté, ces deux sondes Voyager 1 et Voyager 2 qui sont sortis de l'héliopause, qui sont passés l'héliopause, c'est-à-dire à la limite du système solaire, et aujourd'hui, ils se baladent dans l'espace sidéral. Voyager 1 en particulier est en direction de la constellation Alpha du Centaure. Eh bien, elle l'atteindra dans 10 000 ans. Et dans 10 000 ans, s'il y a des gens qui habitent par là-bas, ils pourront trouver ce genre de plaque. Et donc, on va regarder quelques sujets liés à cette affaire. 45e anniversaire en 2022 de lancement des sondes Voyager 1 et Voyager 2. Ça a été un programme fabuleux. Il y a eu d'abord les Pionnier 10 et 11 qui ont fait un petit tour dans le système solaire, mais il y a eu d'abord les Voyager 1 et Voyager 2 qui sont toujours vivants. Donc ils ont été lancés en 1977. On a toujours des contacts avec Voyager 2 et Voyager 1, et par exemple, je vais passer
qui explique où nous sommes dans la galaxie, qui explique un homme et une femme, qui explique qu'il y a de la musique, il y a un peu de tout, de façon à marquer la présence. Alors il y avait des gens qui étaient contre parce qu'ils disaient « Oh là là, c'est dangereux parce que s'il y a des extraterrestres agressifs qui tombent ça, ils vont venir chez nous. » Enfin, alors je voudrais prendre la planche suivante. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 5 sondes qui sont sorties du système solaire ou en voie de l'être. Vous avez Voyager 1, là-haut, qui a atteint 25 milliards de kilomètres. Et il y a 3 ans, on lui a intimé un ordre pour réorienter son antenne de façon à ce qu'on puisse capter encore ses messages. Alors, il vit encore parce qu'ils sont alimentés par des piles à plutonium qui, avec la chaleur, créent de l'électricité, mais elles vont bientôt mourir. Mais enfin, ils sont encore aptes à transmettre des données, surtout des données, on a fermé beaucoup d'équipements, mais des données sur les radiations, les niveaux de radiation qu'ils rencontrent dans l'espace hors système solaire. Donc, et il faut, vous voyez le temps, il faut 22 heures pour un message pour arriver à Voyager 2, et autant 22 heures pour revenir. Bien sûr, ça ne marche qu'à 310 km à la seconde. Donc, ça, c'est assez vite. Alors, vous avez ensuite New Horizon, cette sonde qui a visité la planète Pluton, qui est ici et qui commence à sortir effectivement de cette zone héliopause. Ça, c'est la ceinture de Kuiper, la ceinture extérieure, et vous avez la ceinture des astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter, qui est par là, le Soleil étant au centre. Tout ça pour dire qu'on fait face à des distances phénoménales qui dépassent l'entendement. Il est clair que on ne dira jamais par là, mais enfin, on est capable quand même d'envoyer des sondes et de marquer notre présence. Une mission fabuleuse que je ne voudrais pas oublier, ça a été la mission que vous avez sous les yeux, là, en direction de Titan et de Saturne. Donc, cette mission a été lancée en 1997, est arrivée autour de Saturne en 2004, a vécu 13 ans, et surtout, les Européens étaient à bord de Cassini, cette sonde qui est là, autour de Saturne, et les Européens avaient embarqué cette sonde Huygens sur Cassini, et au passage au-dessus de la planète de Titan, eh bien, les Européens ont réussi à faire un atterrissage sur Titan, qui est une planète tout à fait particulière, qui est une atmosphère un petit prototerrestre. Elle a du méthane, une atmosphère très dense, et donc la sonde est descendue et a fait pas mal de mesures. Et voilà ce qu'est cette planète, qui est un gros satellite de Titan, qui est intéressant parce qu'elle est couverte d'océans et de rivières de méthane. Le méthane a une température liquide autour de moins 170 degrés, et donc c'est les températures qui se trouvent sur cette planète. Et donc les Américains ont décidé d'envoyer une nouvelle sonde de façon à mettre un drone volant dans l'atmosphère et faire de l'exploration. Alors ça partira en 2026, vous voyez, ça n'arrivera qu'en 2033, etc., etc. Mais ça a été vraiment un succès pour la technologie européenne que de mettre cette sonde. Voilà une photo de ce que, en descendant sous parachute, là on est à 5 km d'altitude, et tout ce qui a été interprété. Alors l'atmosphère est jaune parce qu'il y a pas mal de méthane dans l'atmosphère, et puis du diazote. Et donc là vous avez au sol eh bien, des îles, telles que ça a été commenté, des océans de méthane, des rivières, etc. Et la sonde s'est posée, a survécu 70 minutes en prenant quelques photos, et donc d'où l'envie de retourner là-bas en astronautique. Alors, autre mission remarquable, où l'Europe était à bord, et les Français aussi, avec les Allemands, c'est une sonde japonaise. Ils en avaient déjà fait une première pour aller prendre des particules dans une queue de comète. Et là, donc, ils sont allés sur cet astéroïde situé à 300 millions de kilomètres de la Terre. Alors, imaginez la précision que ça requiert, parce que ces astéroïdes sont petits, donc ils ont une force d'attraction très faible. Et bien, donc, la navigation de la sonde Hayabusa a été suffisamment précise pour venir se faire capter en orbite autour de cet astéroïde, repérer un site en tournant autour de cet astéroïde, lancer une espèce de canon pour faire un cratère et donc faire de la poussière et pouvoir descendre ensuite, prélever ces poussières par aspiration, repartir en orbite et rentrer sur Terre. Et les échantillons sont rentrés sur Terre en 2020. En décembre 2020, les Français et les Allemands avaient mis à bord un atterrisseur pour les Français, Mascotte, qui est posé et qui a marché, qui a pris quelques photos. Et puis les 2 micro-rovers allemands, un n'a pas marché, un autre s'est promené un petit peu en transmettant ses données à la sonde Hayabusa qui ont été ramenées sur Terre. Donc ça fait partie de la grande astronautique. Et il faut mesurer
la qualité et la capacité des navigateurs spatiaux pour arriver à faire des équations qui permettent d'arriver à ce niveau, je crois que c'est tout à fait remarquable. Et alors, tout récemment, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est la sonde DART. Voilà l'astéroïde, c'est un astéroïde un peu, il y a deux masses, ça ressemble un peu à des siamois, Didymos et Dimorphos. Et donc, cette sonde a été lancée il y a 3 ans. Et elle est arrivée donc au mois de décembre en vue de cet astéroïde. Elle est arrivée à 24 000 km/h, elle pesait 600 kg. Et là, vous avez une photo prise par la sonde elle-même à 2 minutes de l'impact, et elle a frappé l'astéroïde. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir si effectivement il y a eu une altération d'orbite et de trajectoire, de façon à être sûr que les terriens posséderont le moyen d'écarter un géocroiseur géant si jamais la Terre était menacée un jour, ce qui arrivera probablement, mais peut-être pas de notre temps à nous. Alors le retour vers la Lune, je le citais tout à l'heure, ça devient quelque chose de banal, je dirais, tout le monde va aller vers la Lune. Vous voyez, j'ai mis la liste de tous les pays qui sont concernés aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne en fait partie, mais embarqués sur des coopérations. Les plus actifs sont les Chinois et les Américains. Les Russes vont y revenir, ils n'y sont plus allés depuis 1976, et ils vont lancer une sonde dans pas longtemps qui devrait se poser sur la Lune. Alors, certains s'y sont essayés, l'Inde par exemple, qui a un orbiter qui est en train de naviguer vers la Lune. Le premier avait été un échec, Israël a été un échec, le Japon a un satellite aujourd'hui avec les Émirats arabes unis qui est en route vers la Lune et qui déposera un rover fait par les Émirats arabes unis avec des coopérations pour faire une promenade, je dirais, sur la Lune, mais surtout pour s'approcher du pôle Sud, car on soupçonne certains cratères qui n'ont jamais vu le Soleil d'être remplis d'eau. Et ça permettra, si on fait une base lunaire, de s'approcher du pôle Sud de la Lune et de pouvoir avoir, je dirais, l'eau courante, une source d'eau sur la Lune. Alors voilà les missions à venir. Les missions récentes, bon, les rovers, j'en ai dit tout à l'heure un mot, les Chinois ont posé 2 rovers, un sur la face cachée et un retour d'échantillons. Artemis 1, je vais en parler. Et puis les missions en cours, Chandrayaan, les Indes, qui effectivement ont cette sonde en route, les Japonais et les Arabes Unis, et puis la Corée du Sud aussi, qui a un orbiter qui va être lancé sous peu pour se mettre en orbite autour de la Lune. À venir, du privé. Il n'y a pas qu'Elon Musk maintenant qui fait des privés, donc les Américains vont lancer des landers privés par des sociétés privées pour faire effectivement de l'inventaire aussi de toutes les ressources lunaires, la Russie, et puis la suite du programme Artemis. Alors voilà grossièrement la cinématique des missions avec Artemis. Une station orbitale, vous allez la voir, va être placée autour de la Lune, et il y aura une navette entre le lanceur américain avec la station orbitale, avec les astronautes dans la capsule, et ensuite un atterrisseur qui fera la navette entre la station orbitale et la Lune pour aller explorer, construire une base, installer des télescopes, etc. La deuxième mission aura lieu donc en 2024, et là elle sera habitée, et puis la troisième, il devrait y avoir un alunissage avec un homme et une femme se posant à nouveau sur la Lune. Alors on va voir maintenant Artemis. Voilà la mission Artemis. Ce lanceur a eu beaucoup de mal à être développé par Boeing, mais finalement ils y sont parvenus. Il utilise beaucoup d'éléments précédents de la navette, notamment les boosters à poudre, les gros boosters. Alors là, vous voyez la poussée, 3945 tonnes de décollage pour 2623 tonnes de masse. Ça, c'est la version 1. La dernière version, eh bien, aura une performance qui montera à 45 tonnes autour de la Lune, et donc il sera beaucoup plus efficace. Mais aujourd'hui, ce lanceur a finalement réussi à voler, et on va le voir décoller. Alors, pardon, j'ai oublié quand même de parler de la présence de l'Europe, qui est capitale sur ce programme. Donc, l'Europe, effectivement, est à bord de cette mission Artemis, avec le module de service. Voilà la capsule Orion qui abrite les astronautes, il y a 4 places. Et puis tout ce module de service a été gagné par des contrats européens. Il est dérivé de Cargo ATV dont je parlais tout à l'heure, qui alimentait la station orbitale. Et on y a rajouté un moteur qui est hérité de la navette, un RL10, qui permet de faire la propulsion. Et ce module fournit un peu tout. Il fournit l'eau, il fournit l'énergie, il fournit les transmissions, et surtout l'oxygène pour fabriquer de l'air au profit des astronautes. Et donc ce mariage a été heureux, puisque cette mission Artemis a remarquablement fonctionné.
Et on va voir le décollage le 16 novembre. Donc, après beaucoup de problèmes de fuite sur les connexions d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide pour les remplissages, et le lanceur a finalement décollé. Alors, c'est presque la même ambiance qu'en 1969. Et donc, eh bien, il va partir en orbite d'abord terrestre, ensuite il va tourner autour de la Terre 2 fois, et puis il va être rallumé pour être mis en orbite vers la Lune avec son deuxième étage, et puis ensuite sur l'orbite vers la Lune, à un moment donné, le deuxième étage va être séparé, et à l'interface du deuxième étage et du module de service, il y avait 10 satellites auxiliaires, 10 petits satellites qui ont été lâchés. 5 ont eu des échecs, il y en a 5 qui ont réussi. Je ne rentrerai pas dans les détails de leur mission, mais certains s'intéressaient à la présence d'eau sur la Lune. D'autres, un avait une voile solaire qui devait le mener jusque dans la ceinture des astéroïdes. Enfin, c'était une mission très optimisée. Alors voilà ce que Orion, donc voilà, on voit ici comment ça marche. Vous avez la capsule Orion, c'est la Lune, c'est sur la partie allée du voyage. Et donc il y a une caméra qui est montée sur un des panneaux solaires de module de service. Et donc c'est elle qui fait les photos et on voit la Lune approcher. Donc la stratégie a consisté à s'approcher de la Lune, à passer près de la Lune, après la séparation du deuxième étage, à se mettre en orbite autour de la Lune, et puis ensuite à changer d'orbite et à rejoindre une orbite rétrograde à beaucoup plus éloignée, je vais en dire un mot, à 64 000 km de la Lune. Une fois sur cette orbite rétrograde, voilà, vous voyez, on pourrait avoir le mal de mer là à bord, mais on comprend pourquoi l'image bouge, parce que en fait c'est la capsule, vous voyez l'ombre solaire portée sur la capsule qui bouge, et voilà la Lune à 64 000 km de la capsule, et la Terre à 430 000 km de la capsule. Donc ce sont des images assez extraordinaires quand même, et pour la prochaine mission, il y aura des astronautes à bord qui vont faire ce voyage, donc c'est assez remarquable. Alors l'orbite rétrograde, je n'entrerai pas dans trop de détails, mais c'est une orbite qui permet d'avoir une plus grande stabilité par rapport aux influences gravitationnelles du Soleil, de la Terre et de la Lune vis-à-vis de la sonde, et qui permet surtout, quand on doit lui faire quitter son orbite, de dépenser moins de carburant. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et alors là, donc, eh bien, cette mission a duré du 16 novembre au 12 décembre. Le retour sur Terre s'est parfaitement passé, et il y a eu le traditionnel splashdown, bien sûr, au large du Pacifique. Alors voilà ce que sera effectivement, j'en parlais tout à l'heure, la station orbitale lunaire Gateway. Donc on la voit ici au centre. On voit ici une capsule Orion qui est venue s'approcher pour amener des astronautes. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que l'Europe est aussi associée à ce grand programme, puisqu'elle va fournir 2 modules sur cette station. Un module qui produira de l'énergie et des télécommunications, et un module qui sera habitat, qui pourra abriter une partie des équipages, avec 5 ports d'attache, dont un pour atterrisseur, puisqu'il y aura un atterrisseur qui partira vers la Lune. Après avoir amené des astronautes depuis la Terre avec la capsule Orion, on pourra les déposer sur la Lune. Mais cela dit, cette station servira aussi de relais vers la planète sœur, vers la planète Mars. J'ai loupé la point. Non, je l'ai un peu plus loin. Oui, ça servira de relais vers la planète Mars. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus intéressant de partir de la Lune vers Mars ou vers l'espace lointain, parce qu'on a une vitesse de décollage et d'atteinte pour partir en orbite et sur trajectoire extraterrestre. Il faut impulser à peu près 3,6 km/s depuis la Lune pour aller vers Mars, et 1,5 km pour tourner autour de la Lune, alors que depuis la Terre, si on lançait toutes les chars depuis la Terre, il faut atteindre pratiquement 12 à 13 km/s pour partir en direct vers Mars. Donc l'intérêt de ce relais lunaire est avéré. Alors Mars, la planète sœur de la Terre, je crois que vous en avez tous entendu parler, sa distance varie bien sûr entre la Terre et Mars, et tous les 2 ans, on a une configuration favorable pour lancer vers Mars. On se trouve en général entre 60 et 70 millions de kilomètres, et là on peut lancer des sondes vers Mars. Il faut, avec les propulsions dont on dispose aujourd'hui, les propulsions chimiques, il faut en gros 7 mois pour atteindre la planète. Donc on le voit, cette planète intéresse beaucoup les terriens depuis longtemps. On y avait imaginé les petits hommes verts, etc., les canaux, mais depuis on la connaît parfaitement.
et on y a découvert effectivement la présence d'eau il y a 3 à 4 millions d'années, et on espère y trouver des embryons de vie. Il y a probablement de l'eau en sous-sol. Certaines sondes comme la MRO ont détecté des lacs souterrains avec des pénétrations d'ondes radar, donc on pense que c'est quelque chose de possible. Et puis on a surtout de la glace d'eau, et ce qui fait que on saura fabriquer sur Mars des carburants retour si on y va. Pourquoi? Parce qu'avec du CO2 et puis de l'H2O et de l'hydrogène extrait, on fabrique du méthane liquide, et aujourd'hui les moteurs nouveaux, comme les moteurs d'Elon Musk sur ses fusées, et on en développe un en Europe qui s'appelle Prometheus, eh bien on utilise de l'oxygène liquide et du méthane liquide qui sont un peu moins performants que l'oxygène et l'hydrogène, mais qui sont très faciles à fabriquer et très faciles d'emploi. Donc je passe ensuite à la vue sur Mars pour parler un peu de cette planète que l'on veut visiter. Donc elle est particulièrement inhospitalière et surtout elle est soumise directement aux radiations, ce qui fait que pour les équipages qui se rendront vers Mars, c'est un vrai problème. Et sur la mission Artemis, il y avait alors des petits personnages habillés de costumes nouveaux, de protection anti-radiation. Il y en avait un qui s'appelait d'ailleurs Mannequin Campos, et Campos, c'est en honneur à l'ingénieur électricien qui a sauvé la mission Apollo 13 et qui a permis le retour de cet équipage sur Terre à ce moment-là, et donc il a été honoré. Bon, il a disparu, mais ça a été l'occasion. Et alors, tous ces petits mannequins ont enregistré les radiations soumises, car pour aller sur Mars, eh bien, le voyage durera 2 ans aller-retour. Or, les astronautes seront soumis à des radiations cosmiques ou radiations solaires, et puis à l'absence de gravité. Donc, il faudra bien, comme on l'a vu dans les films d'anticipation, imaginer des capsules qui tournent, qui restituent un peu de la gravité, et puis surtout protéger contre ces radiations. Alors, des études sont faites. C'est pour ça que le voyage sur Mars, c'est pas évident tout de suite. Il y aura beaucoup de voyages automatiques. Ensuite, il faudra, pour s'y poser, il faudra installer de la logistique avant, et ça sera plus délicat. Voilà, en souvenir, eh bien, les 2 premiers engins Viking qui sont posés sur Mars, ils étaient américains en 1976. C'était des landers, ils ont donné les premières photos de zones effectivement qui n'étaient pas très sympathiques à regarder, mais ils ont une durée de vie significative, et ça a ouvert la porte aux États-Unis qui ont été les seuls. Maintenant, les Chinois ont pu poser un robot en 2020 sur la planète Mars, mais les Américains ont été les seuls à maîtriser l'atterrissage, puisqu'il y a eu le robot Sojourner, il y a eu Spirit Opportunity, il y a eu Curiosity, et maintenant il y a Perseverance, je vais en dire un mot. Et donc là, c'est une faiblesse de l'Europe, puisque nous on a fait 2 tentatives. Il y a une petite sonde Beagle qui s'est écrasée, donc qui était d'origine anglaise, et on a eu, en prévision de la mission ExoMars qu'on faisait avec les Russes, un élément d'atterrissage Schiaparelli qui a impacté la planète à 300 km/h, et donc les freinages n'ont pas été du tout efficaces. Alors voilà un peu la stratégie de rentrer sur Mars, puisque bien sûr c'est une planète qui a une atmosphère très faible, 10 à 15 millibars de pression, par rapport à notre pression standard de 1015, 1020 millibars. Et donc néanmoins elle freine, donc bouclier thermique à l'entrée dans la phase atmosphérique, ensuite ouverture de parachute supersonique, et puis ensuite mise en œuvre d'une plateforme avec rétrofusée qui permet de poser en douceur le robot sur Mars. Ceci, c'est bon comme technique jusqu'à des masses de 1 tonne, 1 tonne 5. Si on vise l'installation d'une base sur Mars, il faudrait être capable de descendre des masses de 15 à 20 tonnes. Et les Américains, tout récemment, ont commencé à expérimenter des boucliers gonflables pour entrée atmosphérique avec des protections thermiques. Et ils ont réussi à les ramener sur Terre assez en sécurité. Et donc là, ils seraient capables de faire des atterrissages avec 15 tonnes à 20 tonnes de masse sur Mars. Donc, dans l'avenir, ça sera certainement utile. Là, vous allez voir une photo, c'est le robot Perseverance, le dernier, qui est pendu sous son plateau avec rétrofusée et qui va se poser sur Mars. Donc, c'était en août 2020, et qui va se poser en douceur, donc une parfaite maîtrise de cette technique d'atterrissage. Le voilà sur Mars, posé avec une image, on en a vu plein, avec des Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces robots, Curiosity qui a été lancé, qui est arrivé sur Mars en 2012, est toujours opérationnel. Donc ça montre une fiabilité extraordinaire de ce matériel, alors qu'ils étaient prévus pour durer moins longtemps. De la même façon que
Opportunity, qui était un des précédents petits robots, a duré presque 10 ans en opération. Alors voilà, la chose quand même la plus extraordinaire sur cette mission, ça a été ce petit drone. Pour la première fois, des hommes ont fait voler un engin volant sur une autre planète. Et ça, c'est assez remarquable. Alors il était parti pour faire 5 vols, il en est au 41e. Et alors il fait des vols de courte durée. Il sert en fait d'éclaireur à Persévérance pour lui repérer des terrains difficiles, etc., pour qu'il les écarte. Alors ça prend du temps, bien sûr, puisque d'abord il y a des logiciels embarqués très pointus, mais quand il est nécessaire de faire intervenir la Terre, les messages, en ce moment par exemple, il faut à peu près 25 minutes pour envoyer un message et 25 minutes pour recevoir la réponse. Mais ça marche très bien. Et voilà une autre image où on le voit se préparer à décoller en faisant un essai de ces 2 pales contre-rotatives. Et ensuite, à 2000 tours, il décolle. Il n'est pas lourd, il fait 1,8 kg. Mais c'est une technique, bien sûr, qui sera réutilisée. Et les Américains comptent l'utiliser, comme j'en parlais tout à l'heure, pour la mission Dragonfly sur Titan, où là, l'atmosphère est très épaisse. Il y a une pression atmosphérique d'1,47 bar. Et donc, là, il pourra voler beaucoup plus facilement avec des masses plus importantes. Et voilà l'ombre portée d'un engin extraterrestre, si on peut dire, arrivé sur Mars. C'est quand même un événement assez remarquable. Alors, une autre mission à laquelle nous sommes associés, les Européens, c'est la mission de retour d'échantillons. Le robot Persévérance est en train de collecter des échantillons sur la planète. Alors, il est équipé entre autres d'une caméra qui a été fabriquée par les Français, qui est équipée d'un laser, et lorsqu'il vise un point du sol, il tire un coup de laser, ça désagrège des particules, et ensuite il récupère ces particules avec pince et aspiration, et elles sont mises dans des petits conteneurs, et ces petits conteneurs seront récupérés sur la planète Mars. Et cette mission, elle devrait partir en 2027, ou en 2026 ou 2028, donc tous les 2 ans pour les conditions d'accès à la planète, et revenir sur la Terre. Alors le partage s'est fait entre la NASA et l'ESA. Il y avait un premier partage qui a été transformé, et aujourd'hui, la NASA fabrique donc le lander, l'atterrisseur, avec la sonde et le véhicule d'ascension. Et l'Europe fournit l'orbiter et les moyens de capturer la petite capsule en orbite. Et là, c'est la société Sodern de Toulouse, qui est une société remarquable en optique, et qui est en train de développer une caméra qui lui permettra d'identifier en orbite autour de Mars, avec l'orbiter, d'identifier la petite capsule qui contiendra les échantillons, pour s'en rapprocher, l'accrocher et la ramener sur Terre. Et donc ça préfigure vraiment ce que pourrait être le vol humain en son temps, parce que toutes les étapes sont les mêmes. C'est absolument les mêmes. Partir vers la planète, descendre, se poser, remonter, repartir en orbite, associer à un orbiter de retour et rentrer vers la Lune pour rentrer sur Terre. Donc ceci se fera un jour et ça prendra du temps. Alors voilà les scénarios que la NASA a imaginés pour son programme Artemis, avec probablement un premier vol de Circum-Mars, donc 2 ans de mission, plus tard un vol avec le séjour atterrissage, séjour au sol, puis la mise en place d'une base martienne. Ça, c'est des horizons de plusieurs décennies, bien sûr. Mais le vol Circum-Mars se fera, on imagine vers 2040, fin des années 30, 2040, ça sera possible, mais il faudra vaincre tous les problèmes de protection de radiation des équipages, de compensation de l'absence de gravité, et puis le problème psychologique, parce que c'est pas rien d'être éloigné. Autant sur la Lune, on voit la Terre, mais quand on est vers Mars, on ne voit plus rien. Et donc, on se pose même la question de la nature des équipages. Faudrait-il mettre des équipages mixtes, etc. Voilà, donc tout ceci est étudié de façon à pouvoir voir des gens partir, mais je crois que le voyage vers Mars se fera d'abord de façon automatique de nombreuses fois. Alors voilà ce que je voulais montrer tout à l'heure. On retourne à la station orbitale. Voilà le véhicule qui partira vers Mars. Et donc, eh bien, c'est toujours la même cinématique. Une capsule Orion amènera l'équipage sur la station orbitale lunaire. Ce véhicule, lui, sera attaché à la station orbitale. Et ensuite, c'est lui qui partira vers Mars, de façon à emporter. Mais tout ceci, ce sont des vues d'artistes. Et donc, on verra bien comment les choses réellement se passeront. D'abord, il faut espérer que la propulsion aura fait de gros progrès. Aujourd'hui, on s'intéresse à nouveau à la propulsion nucléaire. Et donc de façon à gagner du temps, parce que si on peut ramener le voyage de 7 mois à 2-3 mois pour aller vers Mars, ça sera quand même une grande chose, et donc on y revient. Et puis il y a bien sûr un laboratoire américain a réalisé récemment le contrôle d'une fusion contrôlée, donc une fusion nucléaire, et là c'est le véhicule de l'avenir qu'on a tous vu dans Star Trek et compagnie, mais ça se fera, ça verra le jour, mais c'est une autre histoire.
Et la propulsion est le point faible de la conquête spatiale aujourd'hui. On n'arrive jamais à faire plus de 70 000 km/h. Quand on lance une sonde, en général, on ne la lance pas directement. Par exemple, sur Vénus, avant de viser Vénus, on va viser la Lune, on va viser peut-être un premier passage pour avoir des accélérations gravitationnelles en ayant de l'attraction des planètes et puis gagner de la vitesse, ainsi de suite. Mais les sondes dont on a parlé tout à l'heure, Voyager 2, Voyager 1, atteignent à peu près 60 à 70 000 km/h, pas plus. Ce qui est déjà pas mal. Enfin, les distances à franchir sont tellement énormes. Alors maintenant, parlons de M. Elon Musk, le gourou de l'espace et du New Space. Eh bien, M. Elon Musk a réussi parfaitement son pari. D'abord en développant un lanceur, le Falcon 9, qui est vraiment un lanceur de base de sa panoplie, qui fait du vol habité. Et alors, contrairement à la stratégie européenne, quand on a développé Hermès, à l'époque, on avait prévu de la lancer avec Ariane 5. Et on avait prévu de faire de la redondance, même voire du triplage de chaînes essentielles, alors qu'Elon Musk n'a pas du tout suivi la même philosophie. Il a mis le paquet de la fiabilité du système sur l'éjection de la capsule habitée, ce qui fait qu'il a un lanceur standard, et si ça ne marche pas, eh bien, sa capsule elle marche à 200%, et donc il sauve l'équipage. Et il n'a pas besoin de complexité son lanceur. Alors il a développé aussi un autre lanceur qui s'appelle le Falcon Heavy, qui a volé 3 fois, qui est un énorme lanceur, avec deux énormes boosters autour de son premier étage. Et Elon Musk utilise ce lanceur Super Heavy comme le premier étage de sa fusée géante, le Starship. Alors là, vous avez ici, sur l'image, ça c'est le deuxième étage, c'est le Starship qui fait 50 mètres de long, qui pourra abriter 100 passagers au maximum. Bien sûr, il imagine de faire une colonisation de Mars, mais ça c'est une autre histoire. Mais avec ce lanceur, on pourra même faire du vol intercontinental pour transporter des passagers d'un continent à l'autre en 20 minutes. Ça fait partie aussi de ses projets. Mais ce sera d'abord un lancement orbital et il va faire probablement son premier lancement de façon imminente sur le fin février, début mars, en orbite terrestre. Alors, vous voyez les dimensions, alors on est sur une autre taille. La masse au décollage, 4400 tonnes. La poussée, c'est la poussée du Falcon Heavy, 5940 tonnes de poussée. Et lui, il serait capable de mettre 60 tonnes sur la Lune et 40 tonnes vers Mars. Donc, avec les moteurs donc de cette fusée, sont des moteurs à l'oxygène liquide ou au méthane, et donc qui ont très bien marché. Particularité, ce lanceur Falcon Heavy, qui est également le premier étage de cette super fusée, a 33 moteurs à mettre à feu au décollage. 33 moteurs qui posent chacun 180 tonnes, les moteurs Raptor, et donc ça c'est quand même une nécessité de fiabilité. Alors il a fait des essais progressifs, il en a tiré 10, 2, 11, 13, mais finalement là il attend de faire un vol complet, eh bien incessamment sous peu. Alors il a eu un contrat avec la NASA, d'abord en standard, on l'a vu tout à l'heure, ce sera un atterrisseur qui partira de la station lunaire vers la planète Lune, vers la Lune. Et là, eh bien, la NASA voulait mettre un deuxième fer au feu, ce qui fait qu'ils ont pris le pari d'Elon Musk en lui disant, eh bien, vous pouvez utiliser votre spaceship pour faire un atterrissage direct sur la Lune. C'est donc ce qu'il a prévu à terme, c'est-à-dire de décoller de Terre et se poser directement sur la Lune et revenir, puisque tous ces étages sont récupérables, y compris ceux les éléments du premier étage. Alors voilà le Starship. Alors il a volé, il n'a jamais été mis en orbite, mais il a fait des déplacements latéraux, des transferts de plusieurs kilomètres, il est monté à plusieurs kilomètres d'altitude et il s'est reposé, il y a eu des échecs, mais celui-ci par exemple a parfaitement fonctionné. Et vous avez ici en préparation celui qui doit voler en vol orbital vers février 2023. Il avait annoncé janvier, mais enfin ça a été un peu reculé. Il a un site de lancement au Texas. Et là, vous avez en premier étage ce fameux Starship qui fait 50 mètres de haut. Vous avez ici le corps central de Super Heavy qui fait 70 mètres de haut. Vous avez donc une fusée qui avoisine les 120 mètres. Et elle est doublée par 2 boosters de même gabarit, d'où chacun utilisant bien sûr au total 11 moteurs, 33 moteurs pour le décollage, et celui-ci en a 6 moteurs Raptor toujours, et voilà, et donc avec ça, eh bien, il compte aller directement sur la Lune, et d'abord tourner autour de la Terre. Voilà une vue d'artiste de Starship posé sur la Lune, et qui repartira, bien sûr, pour revenir sur Terre. Alors le dernier volet que je voulais aborder, c'est la vie extraterrestre dans le système solaire.
Alors, ça a été un des premiers objectifs de l'exploration spatiale. Et aujourd'hui, dans le système solaire, 4 astres du système solaire sont jugés à même d'abriter la vie très embryonnaire, une vie très embryonnaire. Et ça, on en a eu des traces, notamment avec la mission Cassini, dont je parlais tout à l'heure, qui est allée autour de Saturne. Autour de Saturne, vous avez 2 satellites, donc on a parlé de Titan, et vous avez le satellite Encelade, qui est un satellite particulier qui est couvert de glace et qui, de temps en temps, éjecte des geysers d'eau qui montent à 150-200 km d'altitude, et Cassini a pu en prélever. Et donc, il y a de l'eau douce, il y a de l'eau salée, et donc on suspecte effectivement des océans liquides sous cette planète avec peut-être des vies embryonnaires particulières. Et vous avez Titan, avec une atmosphère qui ressemble un peu à la proto-atmosphère terrestre. Est-ce qu'on peut vivre dans des ambiances de titane, de méthane, etc. Ça reste à prouver. Et puis vous avez 2 autres planètes qui sont susceptibles d'abriter la vie, d'avoir abrité la vie, Mars, dont on a parlé, et puis Europa, qui est un satellite de Jupiter. Et là, il y a une mission, les Américains aujourd'hui sont autour de Jupiter avec la sonde Juno, et les Européens, nous allons lancer la sonde JUICE, qui va faire l'exploration des satellites glacés de Jupiter, puisque à côté de Europa, il y a Callisto et Ganymède, qui sont aussi suspectés de pouvoir être effectivement avoir des traces de vie élémentaire. Donc, ça fait beaucoup de programmes scientifiques, mais bien sûr, ça passionne les astrophysiciens et beaucoup de gens et beaucoup de scientifiques. Alors, Jupiter est en gros à 800 millions de kilomètres de la Terre. Tout à l'heure, je n'ai pas précisé, Saturne, c'est quand on a envoyé la sonde Huygens sur Titan, il y a 1,4 milliard de kilomètres de distance entre la Terre et Saturne. Donc 1,45 milliard de kilomètres. Et on a arrivé à mesurer et puis surtout à contrôler ces sondes de façon remarquable. Alors après, eh bien, les exoplanètes, on en a tous entendu parler bien sûr, et ça fait l'objet de beaucoup de sondes où l'Europe tient sa place, puisque nous avons actuellement au plan européen une sonde qui s'appelle Kéops, qui est chargée, elle, de viser surtout les exoplanètes telluriques. Voilà Kéops, voilà l'image de Kéops. Et puis la première exoplanète, la première satellite, la première sonde qui a détecté les exoplanètes, c'est la sonde américaine Kepler. Et aujourd'hui, on en est à plus de 5000 de détectés. Les Américains ont lancé derrière la sonde TESS, qui est en orbite. Les Européens avaient CORO, qui avait été la première, et Kéops est la seconde. Et bientôt, l'ESA a un programme avec une sonde nouvelle Plateau et la NASA Ariel. Donc, il y a des programmes très appuyés pour la découverte de l'intelligence éventuellement extraterrestre et de planètes extraterrestres. Alors, on raconte beaucoup de choses. James Webb Telescope est aussi à même de viser des zones à exoplanètes. Il est équipé de façon puissante de spectromètres qui peuvent éventuellement tangenter, en visant tangentiellement ces planètes une fois identifiées, peut-être des compositions d'atmosphère. Enfin, les distances sont énormes. Là, on parle en années-lumière, donc c'est tout à fait autre chose. Et alors, il y a toujours le réseau de radiotélescopes américain SETI, qui a été remis en service, et les Chinois viennent de mettre en service toute une zone couverte de radiotélescopes pour aussi scruter les émissions radio de l'univers de façon à imaginer de trouver des réponses intelligentes, ce que l'on a vu aussi dans beaucoup de films d'anticipation. Voilà donc la détection des exoplanètes. Il y a plusieurs techniques. La plus courante, c'est ce qu'on appelle la méthode de transit. Eh bien, là, c'est bien sûr une vue d'artiste. Eh bien, une planète passe devant son étoile, elle affaiblit le rayonnement de l'étoile, et à partir de cet affaiblissement, on peut mesurer beaucoup de choses sur l'importance de la planète, sa dimension, peut-être sa masse, etc. Et il y a une autre technique qui consiste à voir l'impact de rotation d'une étoile vis-à-vis de sa planète. Il y a des impacts sur l'orbite, sur la perturbation de rotation du Soleil et de la planète, et donc on arrive à détecter beaucoup de choses à partir de là. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, c'est juste une petite image montage. C'est la mission, le lancement de Spirit sur la planète Mars. Alors c'est un peu long, mais on peut la laisser en fond sonore, mais j'en ai terminé. Et si vous avez des questions, bien sûr, bien volontiers. Je parlais peut-être un peu vite, mais j'ai toujours peur de dépasser trop les limites de temps.
Alors là, c'est une fusée Atlas II qui avait lancé Spirit. Alors c'est tout un montage, bien sûr, avec toutes les séquences, largage des boosters, mise en direction de la planète Mars. D'abord, il va passer près de la Lune, voilà la Terre, on perd tous les boosters, on continue de pousser avec le premier étage, séparation du deuxième étage, allumage d'un troisième étage, voilà la Lune. Et donc, il va prendre la direction de Mars. Et ça, c'est une mission réelle. Bon, bien sûr, c'est un montage. Et largage de la coiffe. Voilà, la sonde est au bout avec le bouclier thermique devant. Un étage encore d'accélération. Mise en rotation gyroscopique de façon à stabiliser la trajectoire. Et puis, on va quitter la Terre et s'acheminer pour à peu près 7 mois de vol vers la planète Mars. Et donc, ça va durer, et puis on va se séparer encore d'un élément de propulsion et se préparer à rentrer dans l'atmosphère martienne. Alors, on va attendre, enfin, on ne va pas attendre 7 mois. On va voir ensuite, alors, il y a de belles images, mais c'est exactement la technique qui a été utilisée pour Spirit et Opportunity, et pour d'ailleurs Curiosity et Perseverance, mais vous allez voir que l'atterrissage était tout à fait différent. Alors voilà le JPL à Pasadena, 7 mois après, donc l'équipe arrive, et bien sûr décontractée, mais tendue certainement, puisqu'ils vont attendre le résultat de l'atterrissage sur la planète Mars. Donc voilà le largage final, leur entrée dans l'atmosphère. Alors là, il faut vraiment un pilotage très pointu, automatique, de façon à rentrer effectivement dans l'atmosphère, ne pas rebondir sur l'atmosphère, ne pas rentrer plein pot pour brûler plus facilement, et donc descendre petit à petit vers le sol. Et là, bien, ces gens-là scrutent les ondes de façon à capter les premiers signaux. Et on va voir la technique d'atterrissage est assez... elle a été utilisée donc 3 fois, mais ceci est pour des petites masses. Alors voilà, là il va y avoir le parachute supersonique, parce que le freinage, la densité de l'atmosphère martienne est faible, la pression atmosphérique est de 10 à 15 millibars, donc ça freine peu, mais ça descend. Et puis, voilà le largage final, voilà la sonde, et vous allez voir le travail. Il va y avoir un petit coup de freinage, ouverture des ballons, et l'impact, un petit coup de rétrofusée quand même, et puis l'impact sur le sol avec les ballons. Et là, ça va rebondir, et c'est exactement ce qui s'est passé, hein, parce que vous allez voir ensuite les photos du rover qui descend de cet ensemble. Là, vous imaginez quelqu'un à bord. Mais ça va s'arrêter, et puis on va voir la suite. Voilà, on arrive presque. Hop, et voilà. Donc les ballons vont se dégonfler. Tout ceci, bien sûr, est commandé en automatique. Là, l'angoisse monte dans l'équipe. Ça représente quand même des mois et des mois de travail. Et puis les premiers signaux. Donc l'engin n'est pas mort, l'engin est vivant. Et bien sûr, tout le monde est content. Alors on va voir ensuite la mécanique d'ouverture et de descente du rover. Voilà, les ballons se dégonflent. Ce sont des pétales qui vont s'ouvrir. Les pétales s'ouvrent. Et le bébé est à l'intérieur. Le voilà. Alors il va se déployer ses caméras, ses moyens de prise de vue, ses panneaux solaires pour tout de suite récupérer de l'énergie, puisque tous ces engins qui ont été lancés sur Mars sont alimentés par l'énergie solaire. Voilà les panneaux solaires. C'est la même chose quand on lance un satellite en orbite terrestre. La première chose qu'on fait, c'est qu'on déploie les panneaux solaires de façon à récupérer tout de suite de l'énergie. Voilà les panneaux. Ensuite, déploiement du mât sur lequel sont fixées les caméras.
l'antenne de transmission des messages vers la Terre. Et puis, à partir de là, eh bien, l'équipe va recevoir les premières images. Et voilà. La mission est un succès. C'est fini. Merci.